Et puis sinon, Laura va gérer la question de la modération. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session. Merci beaucoup, Jean. Merci, Jean. D'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette session entièrement en ligne de World Water Week, organisée conjointement par le Geneva Water Hub, l'Union internationale pour la conservation de la nature et le Polo Dakar. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème Déployer les potentiels de l'eau pour la paix en Afrique de l'Ouest. On va discuter surtout le partage des bénéfices de l'eau à plusieurs échelles. So just a warm welcome to everyone to this online session of World Water Week, organized by Geneva Water Hub and IUCN. I just want to say that if you'd like to use the translation and interpretation services, you'll see the bottom of your screen. There should be an interpretation option. Or if you don't see it, you click more, and under more, you'll find interpretation. So I'm going to moderate in French, and you can always use the different channels. So, je m'appelle Laura Turley, je travaille pour le Geneva Water Hub et je vais modérer la session. Toutefois, je tiens à préciser que tout le mérite de la vision, la planification, l'organisation de cette session revient à mon collègue Jean Villemin. Est-ce que tu veux dire coucou Jean? Merci pour l'organisation. Merci à toi, Laura. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous avoir aujourd'hui pour cette session. Merci beaucoup. Donc, on a déjà parlé de la traduction simultanée. Ensuite, juste comme housekeeping, nous avons qu'une petite heure à disposition. Nous allons donc demander des intervenants de respecter strictement le temps qu'il leur a alloué afin que chacun puisse s'exprimer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous allons tenter de répondre soit après les intervenants, soit à la fin de la session. Encore une fois, on n'a qu'une heure, mais on fera notre mieux. Et juste pour commencer, j'aimerais brièvement contextualiser notre discussion avant de céder la parole à nos estimés orateurs. Le thème de l'eau et la paix est au cœur des préoccupations de Geneva Water Hub. Créée il y a 10 ans, notre organisation a servi de secrétariat au panel mondial de haut niveau sur l'eau et la paix. Dans le rapport qui est intitulé Une question de survie, reste extrêmement pertinent. De nombreuses recommandations de ce rapport se reflètent dans la programmation de la World Water Week. Le rapport encourage les acteurs à tous les niveaux, interétatiques, intersectoriels, local, à utiliser le potentiel fédérateur de l'eau pour rapprocher des parties prenantes et prévenir des conflits. Le panel a souligné l'importance de surmonter les fragmentations institutionnelles autour de l'eau en promouvant de nouvelles formes d'hydrodiplomatie basées sur la collaboration en réseau des acteurs dotés des compétences à la fois analytiques, mais aussi diplomatiques. Je surligne cette réseau ou collaboration en réseau parce que la session d'aujourd'hui s'inscrit précisément dans une de ces collaborations en réseau. Avec les partenaires qui organisent la session, nous facilitons un dialogue régional sur l'eau et la paix en Afrique de l'Ouest depuis près de 10 ans. Avec nos partenaires IUCN, ici aujourd'hui, aussi le soutien fiable de la Confédération suisse, la DDC, et le Polo Dakar, qui a été créé en 2021 par la volonté et impulsion sénégalaise. Nous avons le plaisir de travailler ensemble sur plusieurs fronts. Par exemple, nous menons des recherches identifiant des exemples de l'eau pour la paix, aussi identifier des lacunes et des besoins. Nous soutenons les acteurs locaux dans leur propre processus de l'eau pour la paix et nous en tirons des leçons, des enseignements pour le monde.
Nous essayons d'intégrer le message de l'eau comme facteur de cohésion sociale et de paix lors des événements et des processus politiques, comme par exemple le forum de Nouakchott, +10 sur le pastoralisme, et dans les forums majeurs comme le UN Water Conference 2023, aussi le World Water Forum, notamment à Dakar, mais aussi dernièrement en Indonésie. Donc, à propos de notre panel aujourd'hui, nous allons explorer des différentes formes de hydrodiplomatie en Afrique de l'Ouest, une région qui se distingue par son histoire de coopération en matière de gestion de l'eau, notamment à travers des organismes de bassins transfrontaliers. Cependant, cette région est également confrontée à d'importants défis, notamment une crise sécuritaire, politique et humanitaire qui perdure depuis plus de 10 ans. Dans ce contexte, il est à la fois inspirant et plein de défis. Les intervenants nous guidera dans une réflexion fondée sur le principe des bénéfices partagés autour de l'eau. Donc, j'aimerais d'abord passer la parole à Monsieur Niokor Ndour, qui est le coordonnateur du Pôle Dakar, pour quelques remarques introductives supplémentaires. Donc, Niokor, à vous. Merci beaucoup, Laura. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, Bonjour, on vous entend. merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'aimerais aussi féliciter Jean, hein, comme vous l'avez fait, pour vraiment la préparation de cette session. J'aimerais également saluer tous les participants à cette session. Bienvenue et remercier vraiment les co-organisateurs, notamment Geneva Water Isen avec le pôle au Dakar. Comme vous l'avez dit, hein, je pense Laura est revenue largement là-dessus. La thématique qui nous réunit aujourd'hui, hein, au vecteur de paix, reflète encore l'engagement du pôle eau et ses partenaires à davantage promouvoir ce concept et cette approche. Et au-delà, le traduire vraiment par des réalisations, des cas concrets dans nos territoires et nos peuples. Comme vous l'avez dit, le Pôle Eau Dakar est une initiative que le Sénégal avait lancé en prélude du Forum mondial de l'eau. Et il avait pour objectif premier, hein, de mettre en réseau l'expertise sénégalaise et au-delà pour réfléchir sur des solutions parce que nous allions vers un forum mondial. Donc l'idée, c'était d'aller vers la mobilisation de l'expertise que nous avons, mais au-delà de ça, avec également, comme vous le savez, le Sénégal s'est engagé avec ses partenaires depuis plusieurs années, hein, et avec sa ligne diplomatique. Nous travaillons depuis plusieurs années sur le triptyque OP sécurité, notamment avec la Suisse et nos partenaires de Geneva Water. Nous avons également dit que le pôle eau peut être vraiment un instrument pour travailler sur ces questions. C'est pourquoi, avec le Geneva Water et d'autres partenaires, nous avons euh, travaillé encore pour réorienter les missions du pôle eau de Dakar. Et depuis quelques années, nous faisons des productions, il y a des groupes de réflexion sur plusieurs thématiques pour vraiment catalyser, renforcer la coopération autour des eaux partagées. Et comme vous le savez, en Afrique de l'Ouest, nous avons beaucoup de bassins, mais également des organismes de bassins dont on peut citer certains qui peuvent être donnés comme exemple, l'OMVS, etc. Et c'est des cas pratiques comme ça que nous sommes en train de mieux étudier, mais de travailler avec eux pour encore faire de l'eau un vecteur de paix. Et d'autres bassins au niveau de l'Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, même au-delà, sont en train de travailler sur ça là, mais ces rencontres sont essentielles pour échanger et voir
certains cas pratiques et voir comment le mettre en exemple en vue vraiment de renforcer la coopération autour des bassins et éviter les conflits. Voilà l'une des missions du pôle, mais également nous travaillons beaucoup sur le décloisonnement des connaissances avec beaucoup d'experts, des universitaires, mais au profit vraiment de la coopération, au profit de la paix autour de l'eau. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction et j'ose espérer que nos échanges aujourd'hui vont donner encore une pierre de plus pour qu'on aille vers vraiment la paix autour de l'eau, mais également renforcer le développement autour de l'eau pour le bien de nos populations. Voilà, je ne serai pas long, je pense que mon temps de parole est limité. C'est les quelques mots que je voulais dire en introduction et je suis avec vous jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Niokor. Donc, pour le déroulement de le reste de la session, on va avoir ensuite Madame Marie-Jeanne Senghor, qui est chercheuse associée de Polo Dakar, le même organisme de Niokor. Elle va présenter l'étude de Polo Dakar sur les enjeux émergents de la gestion des eaux partagées en Afrique. Ensuite, on va ouvrir sur les trois panélistes. Alors, on aura d'abord Monsieur Abdoulaye Doumbia, chargé de projet à l'Union du fleuve de Mano. Il va nous parler des relations transfrontalières et interétatiques au sein du bassin Mano. Ensuite, Madame Yacine Sanou, chargée du projet de GIR à l'organisation Eau Vive internationale à Burkina Faso. Elle va partager des perspectives sur les comités locaux de l'eau dans les contextes fragiles et violents, avec un focus sur l'engagement de son organisation de Eau Vive. Et enfin, nous explorons la coopération transfrontalière, mais à l'échelle locale, entre le Togo et le Bénin, autour du fleuve Mono, pas le Mano, Mono, avec professeur Alix Servet-Afouda, directeur de l'ARES à Bénin. Et l'ARES est le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale. Donc, je me réjouis et je vais passer la parole tout de suite à Marie-Jeanne. Bienvenue et à vous. Merci beaucoup, Laura. Merci à tout le monde pour la participation à cette session. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Il me semble que j'ai un petit souci de background. Je pense que je l'ai enlevé. Le background. Là, vous me voyez bien? Mauvais angle, en fait. Alors, peut-être je serais mieux de Voilà, faire un parfait. petit souci pour l'ordinateur. On vous voit. Alors, merci beaucoup. Merci pour le temps accordé. Moi, je suis Marie-Jeanne Senghor. Je suis chargée, je suis plutôt ouais, chercheur associé au Polo Dakar. J'assiste plus particulièrement sur les questions de planification et de suivi des activités du pôle. Et je suis doctorante aussi en même temps à l'Université de Genève. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement entamer la présentation euh, sur laquelle j'aimerais en tout cas vous partager. Je ne sais pas si vous voyez mon écran actuellement. C'est tout bon, oui. Parfait. Alors, je vais mettre en mode présentation. Voilà. Alors, parfait. Bon, voilà, cette présentation elle va surtout se focaliser sur les recommandations clés qui ont été formulées dans le cadre d'une étude que le Polo Dakar avait lancée durant le Forum mondial de l'eau. Donc, c'est un rapport, on l'appelle communément un rapport sur l'eau et la paix, mais c'est un rapport qui porte sur les enjeux émergents autour de la gestion partagée des ressources en eau dans le continent avec des études de cas. Donc, je vais en revenir plus tard. Je commence d'abord par des éléments de contexte avec des chiffres que vous connaissez certainement par rapport au contexte lié à l'eau dans le continent, notamment le rôle ou bien la place centrale de l'eau dans le développement économique avec les enjeux liés à l'agriculture, les enjeux liés à l'énergie et surtout les enjeux liés au développement même de la ressource avec
la faible présence de barrages dans le continent, comme le montre le troisième point de la présentation. On note environ 1300 barrages en Afrique, avec sur plus de 50 000 barrages qui existent dans le monde. Donc, c'est ce qui est un peu dans le pourcentage de 4% par rapport à la disponibilité de barrages. Donc, il y a encore cet enjeu de développement de l'eau qui existe et qui enfreint un peu au développement économique de nos différents pays. Entre autres éléments aussi de contexte, l'Afrique, contrairement à beaucoup d'autres contrairement en tout cas à l'idée reçue, l'Afrique n'est pas bien dotée en ressources. Elle ne compte que 9% de ressources renouvelables contre 20% en Asie et plus de 45% en Amérique et 16% en Europe. Et malgré compte tenu aussi de cette manque de ressources d'une manière générale dans le continent, il y a un peu un contexte de paradoxe entre rareté et abondance. Cette ressource, elle n'est pas bien répartie. Il y a des régions qui sont plus arrosées que d'autres, notamment le centre par rapport aux régions australes, etc. Et aussi dans ce continent, il y a toute une problématique aussi que vous connaissez certainement. Je pense que là, je ne vous apprends pas grand-chose par rapport aux différentes pressions qui existent sur la ressource, notamment en termes de pression démographique, la variabilité climatique, la question des précipitations, etc. Entre autres éléments aussi de contexte, il faut noter que il y a ce facteur d'interdépendance, en tout cas, disons, d'interdépendance hydrique de nombreux pays africains, comme le montre un peu la figure à la droite de la présentation, qui donne un peu une idée sur le ratio de dépendance des pays par rapport aux besoins, par rapport aux bassins fluviaux. Donc, l'exemple le plus patent, c'est la Mauritanie qui a un ratio proche de 100 et pourtant, en fait, son niveau de sa superficie qui fait partie, en tout cas, du bassin du Sénégal est de 20%, par exemple. Donc, il y a encore ce contexte où le partage des ressources est imminent, crucial. Et on est dans un contexte aussi de constellation d'États faibles économiquement et cela renforce le besoin d'aller vers la coopération interétatique par rapport à la ressource en eau. Donc, du coup, ça, c'était des éléments de contexte. Un dernier élément de contexte, c'est un peu cette vulnérabilité, en tout cas, du continent par rapport au conflit au risque de conflit lié à l'eau. Et cela est reflété dans une étude, hein, il y en a tant d'autres. Mais cette étude, elle porte un peu sur l'évolution des conflits dans le monde et il note environ plus de 1300 conflits, en tout cas recensés dans le monde. Je pense maintenant ils sont à plus de 1900 conflits recensés dans le monde, avec une augmentation exponentielle et plus de 831 conflits ont été enregistrés depuis 2010. Et cela montre surtout la question cruciale de l'eau au sein des problématiques qui existent dans le monde. Donc, du coup, je me suis juste permise de mettre un peu cette assertion des commanditaires de cette étude, des gens qui ont mené cette étude. Ils mettent en exergue, en fait, l'augmentation ou l'accroissement, en tout cas, des conflits dans le monde, si rien n'est fait, ou bien à moins qu'il y ait un changement de paradigme dans la manière dont nous voyons l'eau, dans la manière dont nous gérons cette ressource. Et c'est dans ce sens-là que le pôle ODACA, avec l'ensemble de ses partenaires, tels que le Geneva Water Hub, l'UICN et tous les partenaires au-delà de nos frontières, nous travaillons dans la promotion de l'eau comme un facteur de paix, comme un vecteur de paix et de développement. Et c'est dans ce sens-là que nous promouvons en tout cas tout ce qui est initiative de coopération et d'hydrodiplomatie pour faciliter les exemples, pour faciliter en tout cas la gestion concertée de cette ressource dans un climat de paix. Et c'est dans ce sens-là que le pôle Eau-Dakar a produit un rapport en 2022. L'idée de ce rapport, c'est vraiment de comprendre, parce qu'on ne peut rien faire sans compréhension. Et l'idée, c'est de comprendre le contexte de la gestion de nos ressources. Et ce rapport, il a été mené par un ensemble d'auteurs, dont l'éditeur principal est Madio Junias.
Et il porte sur pas mal d'études de cas, autant sur les exemples de risque de conflit, autant sur les exemples de coopération. Il a aussi porté sur une étude de cas comparative entre les bassins du Nil et du Niger, etc. Donc, je vais revenir plus précisément sur les recommandations et les leçons clés qui ont été tirées de cette étude. Donc, cette carte est juste pour vous donner une idée de la répartition des études, avec une grande majorité des études de cas qui sont concentrées dans l'Afrique de l'Ouest. Et pour information aussi, nous travaillons dans l'élaboration d'une deuxième version de ce rapport qui va certainement prendre en compte des études de cas dans d'autres contextes. Donc, ici, je présente maintenant, je vais entrer plus en détail sur disons, les leçons clés qui ont été retenues dans ce rapport à la suite des études de cas. Il faut retenir que, en termes de risque de conflit, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. Et parmi ces facteurs, il y a les aspects de compétition entre acteurs. Et ces compétitions peuvent aboutir à des conflits violents. On a enregistré des exemples dans le continent où, à travers la compétition acteurs, il y a plusieurs... la compétition entre acteurs a abouti en tout cas à des conflits violents dans le continent. Entre autres aussi, le rapport a mis en exergue le fait que une bonne partie ou bien beaucoup des conflits qu'on appelle conflits de l'eau, en fait, sont des conflits qui sont liés à des disputes de limites territoriales et sur laquelle, en tout cas, se trouve une ressource en eau partagée, par exemple. Entre autres éléments aussi, les questions liées en tout cas au prélèvement des ressources entre acteurs amont-aval, ces éléments aussi sont aussi des sources de tension par rapport aux ressources, au risque de conflit. Entre autres éléments aussi signalés dans le rapport comme leçon ou bien comme élément à retenir en termes de risque de conflit, nous avons aussi noté que les fleuves frontières sont autant des sources de conflit, en même temps des opportunités de coopération. Dans ce sens-là, nous avons noté le cas des disputes de pays entre la Namibie et le Botswana ou entre des éléments tels que le barrage de Diamant et de Kariba qui montrent comment ces fleuves peuvent aussi favoriser le partage de ressources. Entre autres aussi éléments à retenir ici, c'est surtout en termes d'allocation, le rapport a mis en exergue le besoin de prendre en compte les besoins écologiques des écosystèmes qui montrent un peu comment quand il s'agit de dispatcher, de donner l'allocation aux différents services, aux différents usages, il est essentiel de prendre en compte aussi les besoins des écosystèmes, qui sont malheureusement des fois considérés comme des pertes ou comme des problèmes, mais cet aspect doit être pris en compte lors de l'allocation des différentes ressources. Un deuxième point de leçon retenue au sein de ce rapport, là, je vais juste maintenant me focaliser sur les aspects plutôt des leçons retenues lors des études de cas sur la coopération. Dans ce sens-là, il faut comprendre que un premier élément, en tout cas des éléments de base à retenir, est que les ouvrages communs sont des instruments de coopération et de prévention des conflits. Et des études de cas l'ont démontré dans le continent. Donc, c'est vraiment un élément crucial sur lequel les acteurs de l'eau doivent s'accorder, doivent travailler ensemble pour aller vers des ouvrages communs qui vont dans le sens de prévoir, de préserver la paix, mais pas seulement des ouvrages qui peuvent amener des problèmes entre des pays qui partagent cette ressource. Entre autres éléments aussi, le rapport a mis en exergue le besoin de comment dirais-je, le besoin de prendre en compte les allocations des usages par rapport aux allocations entre acteurs. Parce que les allocations entre usages permettent, par exemple, d'aller plus vers les nexus eau, écosystème, énergie, etc. Alors que les allocations entre secteurs, ça amène plutôt entre acteurs, ça peut amener des tensions, par exemple, entre différents États qui partagent ces ressources et qui ont peut-être des intérêts différents, qui ont peut-être des priorités différentes, des priorités de développement différentes. Entre autres éléments aussi, le rapport a mis en exergue le rôle crucial que jouent actuellement et qu'ont joué dans le passé les organismes de bassin dans la prévention, dans la gestion des conflits. Le cas patent est l'exemple
de l'OMVS qui a joué un rôle crucial lors du conflit politique entre la Mauritanie et le Sénégal, mais aussi le cas d'autres pays, hein, tels que à l'ABN, etc., où les instances ont contribué à prévenir la paix. Un autre élément aussi à tenir en compte, peut-être je ne vais pas aller sur tous les détails, mais l'aspect de benefit sharing, donc de partage des bénéfices, a été aussi mis en exergue à travers les différentes études de cas. Et cet élément est très essentiel, surtout pour une coopération autour de l'eau. Entre autres aussi, le cas de l'OMVG a été montré pour faciliter la collaboration, la gestion en tout cas de différents petits bassins, par exemple. Le rôle de la science a été aussi mis en exergue dans la prévention des conflits. Des exemples ont montré que à travers des études scientifiques, des conflits ont été évités. Donc, c'est vraiment essentiel de faciliter la collaboration entre les différents acteurs, notamment les différents acteurs scientifiques, ainsi que la production de connaissances sur l'eau pour faciliter. Entre autres, le partage de l'eau permet aussi d'améliorer la solidarité entre pays. Des exemples ont existé dans ce sens-là. En même temps aussi, le rapport a mis en exergue le besoin de préserver en tout cas les ouvrages actuels existants, surtout dans ce contexte de changement climatique et de conflits, comme on appelle de hydroterrorisme, par exemple. Et pour finir, le rapport a mis en exergue aussi le besoin d'améliorer les connaissances sur les ressources en eau souterraines ainsi que les ressources en eau de surface pour aller dans le sens d'une gestion intégrée des ressources. Et dans ce sens-là, on a la chance un peu d'avoir une assez bonne coïncidence des bassins transfrontaliers plutôt des eaux souterraines ainsi que les eaux de surface qui permettent un peu qui pourraient permettre une facilitation, une gestion intégrée. Et pour finir, nous partageons un peu ici quelques notes positives, disons positives, ou aller de l'avant par rapport à l'hydrodiplomatie afrocentrée qui est basée, pas seulement une réinvention de l'hydrodiplomatie, non, mais une hydrodiplomatie qui est centrée aussi sur les croyances communes, les coutumes, les avantages que l'on a, les aspects positifs que l'on a au sein de notre continent en termes de caractère social, de caractère culturel, religieux, etc. Donc, ça, c'est sur cette note-là que je finis ma présentation et je vous remercie pour l'attention. Et voilà, je me réjouis des échanges et je m'excuse, je pense que j'ai dépassé d'une minute du temps, mais c'était essentiel quand même de revenir sur les aspects. Merci. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Cela a été extrêmement utile pour nous pour définir le contexte. Et encore, j'aimerais vraiment vivement encourager tout le monde de consulter ce rapport. Et encore félicitations à Polo Dakar. C'est vraiment tous les leçons dont elle a parlé, ils en suivent d'une analyse très rigoureuse dans les chapitres des enjeux émergents. Et je vous encourage d'aller voir. Je ne sais pas s'il y a un lien qu'on peut partager dans le chat, mais je pense que c'est à Amazon ou quelque chose, mais ça vaut vraiment la peine. Il y a plein d'exemples très bien écrits. C'est un super ressource. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Alors, pour la deuxième partie de la session, on va passer au panel maintenant. Et je vous rappelle que le fil rouge, c'est vraiment le partage des bénéfices de l'eau. Et cela dit, j'aimerais inviter M. Abdoulaye Doumbia, chargé de projet dans le Mano River Union, de prendre la parole. Et la question qu'on vous a posée, c'était comment le principe de partage des bénéfices peut contribuer au progrès de la coopération dans le domaine de l'eau au sein des États du bassin du fleuve Mano. Merci beaucoup. À vous. Abdoulaye, vous êtes là, je crois. Je vous ai vu tout à l'heure. Oui. Monsieur Doumbia est en ligne, oui. Monsieur Doumbia, votre micro est coupé. Peut-être la mute. Oui,
Votre micro est coupé, monsieur Doumbia, donc on ne peut pas vous entendre encore. Allô? Oui, Vous m'entendez? il Allô? Vous il y a m'entendez? un grand écho. Il y a un écho très... Ah bon. Ah oui, mais parce que sur l'ordinateur, le micro est fermé. Donc, je suis obligé d'utiliser mon téléphone. D'accord, essayons alors. À vous. Oh, OK. Ok. Bonjour tout le monde. Il faudra dire que je ne sais pas par où commencer, puisque la précédente euh, interlocutrice a pratiquement balayé tous les aspects. Donc, au niveau de notre Mano, si je prends le cas du bassin de la Makona, qui est partagé entre trois pays de notre Mano, la Guinée, le Libéral et la Sierra Leone, certaines sections de cours d'eau sont des frontières, mais pas reconnues par l'un des États. Donc, ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est l'accès économique à cette ressource à nous partager. Un État a pris l'avantage de s'accaparer. Donc, les autres États, surtout au niveau local, les communautés qui y sont, pour accéder à la ressource, par exemple, pour venir pêcher, on n'empêche pas de pêcher, mais il faut aller prendre une licence à l'autre côté. Les autres disent non, que le cours d'eau est partagé, tout le monde doit bénéficier. On dit non, tu peux bénéficier, mais va prendre la licence. Pour le transport fluvial, ils n'ont pas droit au bateau. C'est les autres qui mettent le bateau et qui transportent. Et ils ne sont que des passagers, ils n'ont pas le droit d'être propriétaire de bateau transporté. Donc, vous voyez qu'il y a trois éléments qui se combinent. Il y a le problème de dispute territoriale et puis le problème d'accès à l'eau. Et au niveau de l'eau du fleuve Mano, sachant que pratiquement tous ces États, dans leurs documents de politique de l'eau, parlent de la gestion intégrée des ressources en eau, de la coopération transfrontalière, mais à l'échelle locale, ça ne se traduit pas. Donc, généralement, les conflits naissent au niveau des communautés qui sont frontaliers à ces cours d'eau. Et je pense que le gros problème, c'est vraiment de traduire dans les faits tous les textes que nous produisons, tous les traités à condition que nous produisions. Il faudrait qu'à l'échelle locale, ça soit traduit. Parce que ça, c'est un gros problème. Comment des douaniers, des militaires et bien la communauté s'impliquent dans la gestion des eaux partagées et posent beaucoup de problèmes. De ce constat, l'Union Fleuve Mano, avec l'appui de l'UICN, a conduit beaucoup d'activités, notamment le renforcement des capacités des acteurs locaux et des communautés locales. Donc, nous avons commencé par mettre en place une gouvernance consultative locale, qui sont les plateformes nationales des jeux de l'eau, qui comprend plusieurs collèges, que ce soit au niveau des plans territoriaux, des communautés et des structures en charge de l'eau. Et sur cette base, nous avons en place un comité transfrontalier où chaque pays est représenté pour pouvoir voir comment on peut adresser toutes les questions qui se posent dans la gestion de cette ressource en eau partagée. Donc, des protocoles ont été signés et pour la gestion de cette ressource en eau. Bon, nous avons commencé par la formation sur le partage des coûts et bénéfices. Nous avons fait un début de formation, mais nous n'avons pas encore terminé. C'est en continu. Et je pense que dans moins d'une semaine, on va encore convaincre les acteurs pour échanger là-dessus. Donc, ça, c'est un premier point. On travaille sur le soft, c'est-à-dire
en vraiment sensibilisation, en sensibilisant, en formant des champions de l'eau qui vont beaucoup plus sensibiliser tous les partenaires qui sont parties prenantes. Et de deux, la matérialisation de cette partage de coûts et bénéfices, c'est la construction d'un mini-barrage hydroélectrique pour fournir l'électricité dans la zone de 7 MW qui va produire l'électricité pour les trois communautés, les communautés vivant dans la zone, dans les trois pays, et aussi des possibilités de faire de l'agriculture, de faire la pêche, de mettre en place des unités de transformation agricole, etc., etc. Et dans le cadre de ce barrage, les communautés eux-mêmes ont signé un protocole d'accord pour dire tout ce que, à la suite de la cause des barrages, tout ce qu'ils peuvent bénéficier. Donc ça, c'est déjà un bon point si la communauté eux-mêmes se sont réunis et signé un protocole d'accord sur ce petit ouvrage. Ça, c'est un point important. Maintenant, l'UFM va continuer à apporter sa contribution sur la capacité en diplomatie, en gestion des conflits, partage de coûts-bénéfices, etc., etc. Et dans cette même perspective, nous voulons construire un pont qui va relier ces pays-là. Et comme toujours, même la commune du pont pose problème parce que un pays se dit que cette portion de territoire lui appartient. Mais dans la préparation de ce projet, on a demandé l'engagement de tous ces États qui ont signé, qui sont prêts à accepter la construction de ce pont sous le leadership de l'Union fleuve Malo. Pour ça, on devait signer un protocole d'accord entre ces pays-là et la Mano. La Mano a signé, un des pays a signé, mais l'autre pays n'est pas prêt à signer. Dire que ça va provoquer des velléités des autres pays. Donc, nous sommes dans ce stade, mais comme toujours, c'est la diplomatie qu'on est en train d'utiliser pour amener cet État-là à vraiment revenir à la raison. On dit, au niveau de la CEDEAO, on tend vers une CEDEAO des peuples. Donc, les frontières, on ne doit plus en discuter. Souvent, on parle de frontières quand c'est notre souveraineté, mais quand c'est autre chose, on parle de la colonisation qui a divisé nos États. Moi, je ne comprends pas nos politiques. Ou bien on élimine les frontières et puis on travaille ensemble, ou bien, bon, on laisse les frontières et puis on ne bavarde plus, on n'accuse plus la colonisation. Donc, voilà la situation comme elle se présente. Et en perspective, comme je l'indiquais, le fleuve Mano continue à former, à conscientiser pour que vraiment tous les acteurs qui sont concernés dans la gestion de l'eau soient impliqués. Surtout, on prend le comité, mais dans les frontières, on a les douaniers, on a les militaires, on a les policiers, tout cela doit être sensibilisé parce que c'est eux qui causent plus de problèmes. Donc, pour conclure, je pense que la thématique est très importante et le travail fait par Paul au Dakar est vraiment un travail fantastique. Si on peut avoir accès à ce document-là, je pense que ça va beaucoup nous aider. Parce que tout y est. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Doumbia. Merci de cette explication de la mise en place de cette collaboration transfrontalière dans le cadre de Mano. Euh, je retiens certainement comment les utilisateurs de l'eau, même si les structures est transfrontalière, en fait, ça appuie et ça dépend tout à fait sur les structures locales. Donc, pour la sensibilisation, pour la mise en œuvre, pour le renforcement de capacité et de maintenir cet échange, j'imagine que ça implique beaucoup de travail pour toutes les parties prenantes. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais inviter notre deuxième panéliste. C'est Madame Yacine Sanou, chargée de projet GIR, gestion intégrée des ressources en eau de Eau Vive International. Et la question qu'on lui a posée, c'était comment le partage des bénéfices sur les points d'eau à travers les comités locaux de l'eau peut jouer un rôle pour la cohésion sociale au Burkina Faso, malgré 10 ans de conflits armés. Oui, vous m'entendez? Oui, merci bien Laura. Merci pour cette présentation. Et merci aussi de nous donner l'opportunité d'apporter notre contribution à cette session.
Donc, ce qu'il faut savoir rapidement, c'est que Vive International, depuis 2018 maintenant, est engagé dans la gestion intégrée des ressources en eau aux côtés de l'État burkinabé qui a opté pour cette approche. Voilà, les contextes ont été bien cités par mes prédécesseurs. Les difficultés d'accès à la ressource, la rareté, les changements climatiques. Et donc, depuis 5 ans, nous collaborons avec la plupart des acteurs opérationnels de mise en œuvre de l'AGI, dont notamment les agences de l'eau, surtout l'Agence de l'eau du Moun, à travers la mise en œuvre de projets axés sur l'opérationnalisation de l'AGI. Et donc, à cette fin aussi, nous collaborons avec les comités locaux de l'eau, généralement installés par les agences de l'eau à l'échelle des sous-bassins versants. Et on collabore généralement avec ces comités locaux de l'eau, surtout dans des actions de protection, de sauvegarde de la ressource en eau, mais de plus en plus aussi dans des actions tendant à la promotion de la cohésion sociale, de la paix et aussi la gestion des conflits autour de la gestion des ressources en eau. Et dans ce cadre-là, justement, au regard de la crise sécuritaire, hein, personne n'ignore un peu le contexte un peu sécuritaire difficile au Burkina en ce moment. Et les comités locaux de l'eau, pour rappel, hein, qui sont des instances de concertation à l'échelle locale et qui réunissent généralement l'ensemble des usagers d'un espace autour de la gestion de leurs ressources en eau. Et généralement, on y trouve aussi bien des acteurs de l'administration, également des acteurs des collectivités territoriales et également les usagers, les collectivités territoriales parce que la plupart des comités locaux interviennent sur l'espace d'une ou de plusieurs communes. Et donc, ces comités locaux qui réunissent vraiment des acteurs différents sont des cadres de prédilection pour faire la promotion de la cohésion sociale entre les usagers, mais plus loin, entre les communautés. Et donc, de manière plus concrète, hein, qu'est-ce que le partage des bénéfices ou des avantages de l'utilisation des ressources en eau à travers les comités locaux de l'eau apporte comme contribution à la promotion de la cohésion sociale. Donc, de façon intrinsèque, déjà le clé, je dirais que c'est un vecteur de cohésion sociale parce qu'en son sein, on trouve déjà des acteurs qui, a priori, ont des intérêts divergents. Mais néanmoins, ils arrivent à se réunir au sein de cette instance, discuter, identifier ensemble les difficultés liées à la gestion de leurs ressources en eau ou en tout cas à l'accès à la ressource et trouver des solutions consensuelles de sorte à pouvoir régler les intérêts des uns et des autres sans qu'il n'y ait de frustration et sans pour autant mettre à mal aussi la cohésion sociale. Mais d'un autre côté, la force des clés, voilà, pour la cohésion sociale ou en tout cas pour le bien-être des communautés en termes de cohésion sociale, c'est aussi la prévention justement des facteurs de conflit ou de tension parce que le clé a en son sein des cellules de gestion de conflits. C'est vrai que, il faut toujours travailler à les renforcer. Donc, c'est ce que nous faisons hein, généralement dans le cadre de notre collaboration avec ces comités locaux de l'eau, avec des formations, des sensibilisations. Nous mettons également à leur disposition justement des outils de communication comme des boîtes à images, de sorte à ce que le message qu'ils vont véhiculer en termes de sensibilisation en direction des communautés, que ce soit des messages harmonisés, de sorte qu'il n'y ait pas d'incompréhension et tout ceci pour amener toujours les acteurs à adhérer à l'esprit du partage justement de la ressource pour le bien-être de l'ensemble. Et enfin, un point très important, c'est que ce sont des cadres aussi qui permettent un partage, un accès équitable à tous les usagers, en fait, à la ressource, à travers la mise en place très souvent de mécanismes transparents d'allocation de la ressource. Nous avons un exemple, par exemple, sur le bassin du Moun, toujours hein, avec le Clépou, où on a une coopérative d'exploitants agricoles sur la plaine irriguée de Bama, où la quantité d'eau pour la plaine, l'ensemble de la plaine n'est pas suffisante. Et donc, ils ont trouvé une solution consensuelle qui est de faire des tours d'eau,
Donc, si la plaine, par exemple, est divisée en zones A et B, la zone A a de l'eau aujourd'hui et les exploitants peuvent travailler et demain, c'est la zone B. Et ainsi, chacun peut mener ses activités, rentrer dans ses fonds sans pour autant qu'il y ait des conflits ou des sources d'incompréhension. Donc, pour conclure, hein, je dirais que les comités locaux de l'eau sont mis en place pour une gestion concertée des ressources en eau, ce qui est déjà un bon point pour mettre les acteurs d'accord et éviter les facteurs de friction. Mais d'un autre côté, c'est vraiment de puissants régulateurs, en fait, des sources de tension, de conflits ou en tout cas d'incompréhension entre les usagers parce qu'ils permettent, ce sont des cadres d'expression et au bout du compte, pour nous, en tout cas, ça contribue d'une manière naturelle à apaiser, en tout cas, les facteurs de tension et de friction. Et donc, de fait, ce sont des cadres de prédilection, en tout cas pour la promotion de la cohésion sociale. Maintenant, il est vrai que tout n'est pas rose, hein. Voilà, dit comme ça, on a comme l'impression que ça roule, mais il y a des défis. Aujourd'hui, le contexte sécuritaire fait qu'il y a beaucoup de déplacés internes, par exemple. Donc, vous avez des populations qui quittent un endroit où ils étaient peut-être membres d'un club bien organisé et viennent sur un autre espace. Et donc, ça aussi, ce sont des challenges pour certains clés, comment intégrer justement ces nouveaux usagers, comment les prendre en compte, comment aussi gérer justement cette pression sur la ressource en eau de ce fait. Voilà en gros donc des pistes de réflexion, hein. Voilà, et bon, je pense que tous ensemble, on pourra toujours œuvrer pour pouvoir trouver des solutions, toujours pour la bonne gestion de nos ressources en eau et le bien-être aussi de nos communautés. Voilà en gros ce que je voulais apporter rapidement comme contribution et comme expérience d'eau vive avec les comités locaux de l'eau dans la gestion intégrée des ressources en eau. Merci bien. Wow. Merci, merci beaucoup Yacine. Merci d'avoir partagé ces bons exemples de ce qui est possible malgré les défis. Et je pense qu'il y a des leçons importantes pour tout le monde à World Water Week sur l'idée qu'en fait, ce n'est pas les acteurs qu'un jour, au jour, on aura tous les mêmes intérêts pour l'utilisation de la ressource. Non, en fait, c'est juste ce travail de venir ensemble, discuter, Absolument. mettre les perspectives à la table, sur la table, je ne sais pas si ça te traduit bien, et de discuter. Il n'y a pas de, on ne peut pas remplacer, on ne peut pas remplacer ça. Et aussi l'importance du cadre. Si on connaît des règles, s'ils sont perçus comme équitables, qui sont connus, respectés, l'importance de ça aussi. Merci énormément. Alors maintenant, j'aimerais passer au troisième panéliste. C'est professeur Alix Seve Afouda, directeur de l'ARES en Bénin. Et la question qu'on lui a posée, c'était comment la coopération locale transfrontalière a permis de reconnaître le rôle des acteurs locaux dans l'aménagement du territoire du bassin. Alors, je vous invite, Monsieur Afouda, de prendre la parole. Professeur Afouda, votre micro est coupé. Professeur Afouda, vous nous recevez? Votre micro est coupé, on vous Ah, reçoit pas. on a l'écran. Voilà, On voit on voit l'écran, l'écran, on vous oui, entend pas. mais il y a encore le micro activé. On vous entend toujours pas, malheureusement, professeur Afouda. Hmm. En attendant, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les mettre dans le chat. Nous n'avons pas énormément de temps, mais peut-être que un de nos intervenants peut tenter de répondre.
D'accord. Est-ce que Jean, une autre option, c'est d'inverser un petit peu et passer à nos collègues de IUCN pendant qu'on Euh, règle potentiellement? Peut-être oui, en tentant de régler le problème Oui, technique d'ici là. Peut-être la perspective de la UCN peut déjà être donnée, en tout cas sur si le travail sur le programme Bridge, ces enjeux sur l'eau et la paix, en parfait. espérant Oui. que le professeur Foden nous rejoigne au niveau audio le plus rapidement possible. Merci, Jean. Alors oui, Monsieur Armel Mehout Tang de IUCN, un de nos partenaires clés dans la région. Est-ce que vous voulez Est-ce que prendre... vous Oui. m'entendez? Oui, Ah, toutes mes excuses parce que j'essaye d'activer le son, le micro depuis, ça ne marche pas des deux côtés. Bon, toutes mes excuses alors. d'accord, très bien. On vous entend bien maintenant. Donc, on reste avec la présentation maintenant de Monsieur Achouda. Bienvenue. Merci aux organisateurs, merci à Geneva Hub Water. Et ce que j'ai à vous présenter en quelques 7 8 minutes fait suite à une étude exploratoire qui a été décidée par le logo de tous ceux qui sont là, le Bénin, le Nigeria, pardon, l'UEMOA, la coopération suisse au travers du PCTL et puis le Togo. Et à travers cette étude, nous avons compris très tôt le rôle que devrait jouer le fleuve Mono dans le vécu des populations riveraines, mais surtout aussi par rapport au développement local. C'est pour ça que nous avons intitulé la présentation Frontière fleuve Mono. C'est un fleuve qui sert de frontière entre les deux pays, mais qui est en même temps levier de paix et de développement dès lors que les acteurs locaux en ont décidé. Il s'agit donc dans ce contexte-là d'une zone partagée par les populations du Bénin et du Togo, mais au travers de leur culture, de leur langue et puis des liens commerciaux qu'ils entretiennent. C'est un espace transfrontalier qui souvent est démuni lorsqu'on regarde les périphéries des pays. Le problème, c'était de comment cerner les problématiques de développement de ces espaces transfrontaliers lorsqu'on élargit à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, mais surtout pour ce qui concerne le Togo. Et c'est ce travail-là qui a été décidé de faire avec comme point objectif explorer les communes frontalières de l'espace transfrontalier du Bénin et du Togo afin de contribuer à l'amélioration des conditions des populations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il fallait cerner le cadre juridique et institutionnel qui permettent l'ancrage et puis ressortir ce qui peut être des obstacles par rapport aux perspectives qu'on se donne dans un schéma, dans un contexte de coopération transfrontalière. Et de ce point de vue, il fallait proposer des projets fédérateurs, tant sur le plan socio-économique que culturel et sportif. Lorsqu'on regarde cet espace, on se rend compte qu'il y a une grande zone de plateau en amont et puis une zone de vallée en aval. Bien entendu, le fleuve, ce que je montre là, ce fleuve Mono sert de frontière au Bénin, au Togo, avec des ramifications de petits cours d'eau, rivières et marigots qui viennent élargir la base de l'humidité. Alors, ce fleuve Mono, lorsque nous avons parcouru l'ensemble de l'espace et puis discuté avec les acteurs, on se rend compte que il est compris dans la mémoire collective comme une symbolique de vie communautaire et de gestion de l'âme, de l'espace transfrontalier. Et dans ce contexte, il apparaît des dynamiques et donc des enjeux de la coopération transfrontalière. Les éléments de cette dynamique pour ancrer cette coopération transfrontalière, c'est les accords déjà existants entre les États et puis une initiative qui s'est faite au niveau local entre deux communes, la commune de Grand Popo au Bénin et puis la commune de Anéro au Togo. Mais lorsqu'on regarde l'ensemble des traités de ces accords, on se rend compte qu'il y a pas mal de biais. Et lorsqu'on sort du cadre bilatéral, on a revisité tout ce qu'il y a comme traité au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO et même de l'Union africaine. C'est en tenant compte de ce qui peut être des constances, c'est sur ça que nous s'est appuyé pour dire, voilà, en discutant avec les acteurs locaux, pour dire, voilà comment on pourrait légitimer votre préoccupation de coopération transfrontalière. Et dans ces conditions, ces dynamiques se sont traduites dans
au niveau de l'ensemble des acteurs en présence par la nécessité d'avoir une orientation ou des orientations pour un projet de territoire qui tienne compte de l'importance culturelle et socio-économique de ce fleuve Mono. Et la première stratégie qui a été mise en place par rapport au renforcement de la gouvernance administrative locale, c'est la mise en place d'un organe qu'on appelle l'OCT Sud Bénin Togo. Cet organe, c'est l'organe communautaire transfrontalier. C'est un organe communautaire transfrontalier Sud Bénin Togo pour gérer tous les problèmes au niveau local par rapport à tout ce qui est préoccupation pour les acteurs et même potentialité pour la région, pour l'espace. Et donc, par rapport à ça, il fallait décrire l'accessibilité aux services socio-économiques à travers le renforcement du niveau d'équipement et des infrastructures par rapport aux préoccupations exprimées et puis valoriser les potentialités locales. C'est dans ce contexte-là, lorsque tout a été approprié par les acteurs locaux, il a été décidé, compte tenu des dynamiques transfrontalières en présence, il a été décidé, donc, et en tenant compte des logiques des acteurs de gouvernance territoriale, qu'il fallait privilégier une diplomatie préventive au niveau local. Et cette diplomatie préventive locale est perçue comme une manière, c'est un processus de prévention et de gestion des conflits locaux qui opposent les territoires et les acteurs locaux en évitant d'une part les formes d'escalade susceptibles de mettre en danger du moins l'espace transfrontalier et d'autre part la transformation d'un conflit de portée locale transfrontalière en un conflit entre États. Et de ce point de vue, les acteurs d'une telle diplomatie se rendent compte qu'ils sont de plusieurs ordres qui se remettent ensemble et avec une convergence d'esprit. Dans cette arène, nous avons les autorités locales, les honorabilités coutumières, nous avons les membres du comité local de sécurité, nous avons les médiateurs qui sont là pour anticiper sur ou bien gérer les conflits. Et tout ça procède d'une volonté de vivre ensemble et d'asseoir tout ce qui peut être socio-économique par rapport aux cultures, par rapport aussi, mais au développement local. Et de ce point de vue, la stratégie d'animation du territoire par rapport à cette anticipation sur la paix crée un lien d'interdépendance entre la coopération transfrontalière d'initiative étatique au sommet et puis ce qui est au niveau local en termes d'initiative. C'est justement ce qui justifie les fondements du processus qui a été mis en place qui cherchant à éviter les lourdeurs administratives venant des États. L'arène locale a été privilégiée avec les acteurs locaux, bien entendu, puisque les élus sont chargés de relayer les préoccupations à des niveaux graduels pour être au niveau du gouvernement ou bien même de l'Assemblée nationale. Ainsi, la DPL, la diplomatie à taille locale, permet aux acteurs locaux d'anticiper par le règlement en amont, en amiable, les problèmes qui pourraient déboucher sur des conflits ouverts entre les États, tant au niveau local même aussi, mais qu'au niveau national. Voilà à peu près en grande ligne ce qui a été proposé et qui se gère. Il y a des rencontres aujourd'hui périodiques et l'année dernière, en novembre dernier, il y a d'ailleurs toute une grande manifestation qui a rassemblé toute la diaspora et même tous les acteurs locaux, y compris les bailleurs de fonds locaux, sans oublier que l'État central était présent. Donc, voilà à peu près ce que je voudrais vous dire en vous disant merci. Et désolée de devoir vous couper. Oui. Toute cette stratégie et les enjeux sont perspectives par les acteurs locaux et sont prêts à aller dans le sens du développement local en valorisant tout ce qui peut être ressources en eau locale, transfrontalière. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Alix. Vous nous apprenez beaucoup sur l'organe administratif local transfrontalier. Je pense qu'on pourrait creuser à ce sujet pendant longtemps. Malheureusement, on n'a pas le temps. Je vais juste passer le dernier mot à nos collègues de IUCN.
Et je ne sais pas, Yacine, si vous avez l'occasion de répondre dans le chat à cette question passionnante, c'est volontiers, ou ça peut être une discussion une autre fois, la question de Blama. Merci beaucoup. Armel. D'accord, merci. Merci beaucoup, Laura, et très bon exposé de nos panélistes. Ce que je pourrais dire en perspective du côté de l'UICN, c'est nous allons continuer notre initiative. On rappelle l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous sommes un organe interétatique avec un statut particulier qui intervient particulièrement dans un thème sur la thématique de l'eau, de promotion et de vulgarisation des usages de l'eau. Donc nous nous sentons très à l'aise avec les exposés et si fiers de voir dans les présentations les éléments que nous accompagnons actuellement de manière pratique avec plusieurs programmes, plusieurs projets spécifiques en lien avec le Nexus eau, paix et sécurité, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale où nous essayons de partager des expériences mutuelles entre les deux régions. Nous allons situer toujours en perspective nos actions au niveau de l'UICN à 3 niveaux. Continuer le processus de mobilisation des financements parce que c'est la clé de voûte pour engager toutes les initiatives de manière durable qui ont été présentées actuellement. Et nous renforçons notre collaboration avec les organismes de bassin transfrontaliers, les think tanks de réflexion comme Polo Dakar et les communautés locales ou avec lesquelles nous entendons poursuivre, comme la Mano River présentée tout à l'heure, des renforcements des capacités sur le nexus eau, paix, sécurité, parce que c'est la clé de voûte actuellement dans la région, des capacités techniques pour pouvoir adresser le problème. Les études permettent aujourd'hui de faire le diagnostic clair, mais il n'y a pas assez suffisamment d'expertise ou de capacités techniques pour vraiment adresser le problème à l'échelle du bassin dans la dynamique de résolution des problèmes et de proposer des solutions concrètes. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est il y a des organismes de bassin créés, il y en a déjà pas mal, mais les capacités techniques sont à renforcer. Nous allons continuer et dans ce sens-là, et à la suite de la MRU, comme je disais, nous allons étendre le programme de renforcement des capacités à l'échelle régionale et même au niveau universitaire sur ce Nexus. Il y a pas mal de programmes et projets insérés sur les financements climat que nous sommes en train de poursuivre la mobilisation pour pouvoir soutenir ces institutions, pour pouvoir adresser le problème au niveau local. L'expérience de la MRU et au niveau du MONO, c'est clairement des illustrations sur lesquelles nous sommes en train de travailler, où le reflet du problème sur les questions de coopération transfrontalière, ce n'est pas la même dynamique qui est perçue au niveau communautaire. C'est deux dynamiques différentes lorsqu'on est dans la région. L'idée, c'est justement pouvoir réunir toutes ces parties prenantes-là pour pouvoir adresser le problème, mais surtout, l'une des clés de voûte qui a été présentée avec notre collègue Ovib, c'est la question de l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines des eaux partagées pour pouvoir voir l'eau comme un vecteur de développement, de gestion de conflits, mais surtout d'amélioration des conditions de vie des communautés locales. C'est où nous essayons aussi d'apporter des alternatives à travers les initiatives que nous sommes en train de soutenir dans la région. C'est améliorer, aplanir les divergences entre les communautés, mais surtout impulser la dynamique d'amélioration des communautés. Voilà. Merci beaucoup et espérons que nous aurons d'autres occasions pour poursuivre la réflexion un peu plus approfondie sur cette thématique. Tout à fait, d'accord. Merci à tout le monde pour votre participation. Je vous souhaite un très bon World Water Week. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À tous. Bonne journée.